Bonjour les gens, braves gens. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2020. Alors, en fait, je suis en train de faire une constatation, c'est que je me suis beaucoup dépensé d'énergie, euh, notamment ces derniers mois, à regrouper beaucoup d'informations concernant l'épidémie de Covid, les vrais chiffres, les vraies statistiques, puisque disons que j'ai, on va pas se le cacher, une certaine propension à pouvoir analyser des chiffres, des statistiques, à les mettre en corrélation, ce qui manque à beaucoup de personnes, ou ce que les médias semblent ne pas faire, peut-être parce qu'ils n'ont pas les compétences, peut-être parce qu'on leur dit de ne pas le faire, peut-être parce que, voilà, surtout de la part des gouvernants, il y a vraiment une très très mauvaise volonté à faire apparaître des chiffres rassurants. Et maintenant, je pense que d'après ce que je viens de voir, de constater sur les dernières informations qui me sont parvenues, c'est qu'il n'y a pas photo. Voilà. Le professeur Ioannidis, son étude a été retransmise à l'OMS. 0,23% de mortalité au niveau mondial, en moyenne, bien sûr. Bon, avec des disparités, bien sûr. La plupart des pays qui sont le plus touchés sont les pays occidentaux, industrialisés, avec un mode de vie sédentarisé, avec une courbe démographique évasée vers le haut, c'est-à-dire une, une proportion de personnes âgées plus importante que dans des pays dits du Sud. Des pays notamment où on a eu des politiques de santé, euh, on va dire néolibérales, comme ça on va mettre tout ça sous qui n'ont pas favorisé la prise en charge des patients, etc. Des pays où des conflits d'intérêts sont flagrants. Bon, maintenant, tout le monde connaît l'histoire du Remdesivir, de Gilead, de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine. Tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire de l'étude complètement bidonnée du Lancet. Tout le monde connaît ces histoires. Maintenant, on nous sort depuis peu des vaccins miracles qui sont efficaces, soi-disant à 95%, 90%, etc. Voilà, vous avez une maladie qui tue moins de 0,5%. Donc, votre efficacité de votre vaccin, si tant est prouvé que ce vaccin protège bien contre cette souche virale qui n'a pas muté. D'accord. Donc, si on a des mutations, c'est le propre des virus de faire des mutations, la protection vaccinale ne sera peut-être pas efficace. En plus, les tests ne sont pas faits à assez long terme. Ce sont des résultats qui sortent comme d'un chapeau de magicien, comme un lapin d'un chapeau de magicien. Tout ça, voilà. Il faudrait une efficacité qui soit au-delà de 99,5%. On est encore loin et ce sont que des résultats préalables, provisoires. Donc, tout ça, c'est des effets d'annonce, ça fait monter les cours en bourse, etc. Donc tout ça, j'en ai bien parlé, j'ai bien, je pense que maintenant c'est un peu clair. Il y a les gens qui se, qui ne se posent pas encore de questions. Alors là, je sais pas ce qu'il leur faut. Enfin voilà, ils ont pas les bons, ils sont pas connectés au bon réseau de connexion, au bon réseau d'information. Euh, Constater que la grippe a disparu. La grippe a disparu. La grippe à influenza n'existe plus depuis mars 2020, partout dans le monde, même dans l'hémisphère sud, etc. Elle a disparu. Posez-vous les bonnes questions. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les tests PCR, à quoi ça sert? Posez-vous les questions. J'en ai déjà parlé, etc. Maintenant, donc on a floppé l'information. Donc je vais arrêter d'essayer
Enfin, je ne vais pas arrêter, mais disons que je, je pense que maintenant, pour ceux qui savent où pêcher les informations, vous avez les informations. Il y en a pléthore. Deuxième chose, je me suis adressé dans le passé à nos dirigeants et à nos dirigeants politiques et à ceux qui ont un peu de responsabilité civile. En dehors de quelques exceptions, je peux nommer François Asselineau, je peux nommer Florian Philippot, je peux nommer Nicolas Dupont-Aignan. L'écrasante majorité des politiciens en France est complètement muette sur la question du Covid ou bien se conforme à ce que préconisent les autres autorités de santé, etc. etc. On l'a compris, quoi. Non, alors, je pense que ça ne sert à rien de s'adresser à ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas entendre. Ils sont sourds. Donc on passe à une autre étape. Et l'autre étape, c'est, je vais aller crescendo. J'avais déjà commencé à parler de certaines informations qui sont importantes à savoir. Par exemple, qui était Joseph Ratzinger? J'ai fait une vidéo là-dessus. Par exemple, que sont les sept sœurs? Cartel donc des énergies du pétrole, des énergies donc fossiles. Voilà, maintenant donc je vais vous parler de cette œuvre. Beaucoup d'entre vous l'ont en entendu parler ou l'ont lu peut-être. Voilà, ouais, je l'ai lu en anglais. C'est Brave New World, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Alors, il faut savoir, Aldous Huxley est issu d'une famille de scientifiques renommés en Angleterre, avant qu'il écrive ses bouquins et qu'il soit enseignant de français, et puis qu'il fasse une carrière d'écrivain, et qu'il vive sur la côte ouest des États-Unis, et qu'il ait fait ses expérimentations de LSD, etc. Aldous Huxley était en fait le méconnu de la famille, le vilain petit canard, si vous voulez. Il y avait un grand-père célèbre, biologiste, un soutien de Darwin, quelqu'un qui soutenait les thèses de Darwin sur l'évolution, et un frère qui était aussi un biologiste très célèbre, qui a été, lui, eugéniste. Voilà. Et c'est dans ce contexte, que Aldous Huxley a grandi. Et d'ailleurs, les entretiens avec son frère lui ont donné l'idée d'écrire ce livre, dans lequel il décrit un personnage, Bernard Marx, qui évolue dans un monde eugéniste, justement, où il n'y a plus de fécondation naturelle, toutes les fécondations sont in vitro. Il y a différentes catégories de personnes qui sont programmées selon leur capacité à faire des fonctions. C'est-à-dire qu'Aldous Huxley a repris ce mythe qu'écrivait Platon dans la République, où Platon s'est essentiellement concentré sur l'élite, hein, les magistrats, mais c'est exactement la même chose. Dans la République, il n'y avait pas encore les moyens techniques biogénétiques qu'Aldous Huxley préfigurait dans son livre, mais donc c'est ce que préconisait Platon dans la République. Il disait, voilà, les magistrats, ils seront dès la naissance, ils vont être guidés à assumer les fonctions les plus hautes. Voilà. Eh bien, Aldous Huxley reprend cette utopie qui devient une dystopie, c'est en même temps une utopie et une dystopie, où il y a donc ce maillon faible de la chaîne qui est ce Bernard Marx, qui est un alpha, mais on soupçonne qu'il y avait peut-être des gouttes d'alcool dans son liquide amniotique et que finalement il n'est pas comme les autres. Et ce qu'il a notamment de pas comme les autres, c'est qu'il a une intelligence, certes très développée, par contre il ne plaît pas aux filles. Voilà. Et
Voilà, bon, après, je ne vais pas m'étendre sur le bouquin, faut le lire et puis voir jusqu'où ça amène. Mais en fait, ce qui m'intéresse par rapport à Aldous Huxley, c'est de mettre en parallèle, vous voyez, donc en mise en abîme, avec le sort des principaux dirigeants des GAFAM. Et vous allez voir que ça a un lien, parce que en fait, nous avons chez les GAFAM, il faut toujours savoir d'où parlent les gens. Et vous avez Monsieur Bill Gates, qu'on n'a plus besoin tellement de présenter, mais enfin, j'en ai déjà parlé. Bill Gates est issu, lui, d'une famille d'avocats. Son père était un avocat renommé sur la place financière de Wall Street notamment. Et Monsieur William Gates Senior était notamment avec comme client la famille Rockefeller. Ce n'était pas n'importe quel avocat d'affaires, c'était un avocat très influent. Bill Gates est grandi dans une famille, on va dire, favorisée, et il a eu la possibilité, sa famille lui a donné la possibilité d'acheter un ordinateur. À l'époque, c'était un truc, un bahut, quoi, c'était un engin immense, à la maison, pour pouvoir faire ses propres expérimentations. Voilà, Bill Gates, après, on connaît la carrière. Ce qu'on connaît moins, c'est que son père était un soutien de Margaret Sanger, qui était une eugéniste, elle aussi, donc dans l'optique néo-malthusianiste. Et donc, Bill Gates a hérité de ses idées eugénistes. Et Margaret Sanger est, par exemple, la fondatrice du mouvement International Parenthood, qui est donc le planning familial en France. En Allemagne, c'est pro-familia, c'est-à-dire la limitation, le contrôle de la natalité pour ce qu'on appelait le prolétariat dans les termes malthusiens. Voilà, donc d'où parle Bill Gates? D'où parle un Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg, c'est aussi apparemment l'histoire de la création de Facebook. C'est un étudiant boutonneux, un geek, comme on dit, passionné d'informatique, qui veut se faire des rencontres. Donc en fait, qui veut se faire des nanas, quoi. Voilà. Et en fait, puisque physiquement, apparemment, il n'y arrive pas, il se fait un réseau de connaissances pour établir des liens d'amitié, etc. Et on connaît la suite. Vous avez donc les fondateurs de la firme Google. Ce sont aussi, donc il y a monsieur Sergey Brin, qui est d'origine russe, et monsieur, j'ai oublié le nom du Page, hein, qui est voilà, Larry Page, qui est donc américain, qui se sont connus en tant qu'étudiants et qui ont développé le moyen, donc on connaît maintenant la plateforme de recherche, etc. sur Google est pratiquement incontournable. Voilà, donc ce sont ces deux geeks aussi, pareil, qui ont développé un moyen de moteur de recherche. Et l'intéressant de ces GAFAM, c'est, je ne vais pas tous les présenter, vous connaissez bien sûr le profil de Steve Jobs et le profil de Jeff Bezos, plus ou moins. Bon, vous savez que ces gens-là ont énormément acquis de pouvoir par le fait qu'ils détiennent beaucoup d'informations et qu'ils sont quasiment un monopole. On sait la façon dont Bill Gates s'est arrangé, s'est prorogé le monopole sur ces programmes de Microsoft pour faire en sorte que les gens soient forcés d'acheter ces programmes. Par exemple, pour lire un PDF, il faut un programme Adobe, etc. Et tout ça, c'est la formule Bill Gates. On serait presque tenté de dire que pour pouvoir se libérer d'une maladie, d'un virus, eh bien, on a besoin de l'antivirus, vous voyez, donc du vaccin. Vous voyez. On sait que Bill Gates a investi dans la fondation Gavi. Hein, il a investi quasiment 5 milliards de dollars dans l'OMS. Voilà, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Voilà, donc en fait, tous ces gens-là ont quelque chose en commun. C'est que ce sont des geeks, c'est-à-dire des gens qui sont issus d'une certaine génération,
qui sont passionnés d'informatique et qui, par le truchement de leur intelligence supérieure, ont trouvé le moyen d'arriver à une forme de suprématie et de s'arroger un monopole par rapport à des marchés, etc. Une suprématie qui leur permet d'assurer donc ce dont ils ont peut-être manqué quand ils étaient plus jeunes, c'est-à-dire ils ne sont pas attractifs du style monceau de muscles à la Schwarzenegger. Donc leur façon d'assurer leur suprématie a été de s'arroger une espèce de, de supériorité par leur intelligence et par le fait qu'ils montent dans la société, dans le champ social, comme dirait Bourdieu, par le fait qu'ils acquièrent de plus en plus de richesses. Donc on a un petit peu le profil d'un Bernard Marx qui cherche à séduire Lénina, les personnages, les principaux protagonistes de Brave New World. Et il y a des parallèles qui semblent intéressants. Or, justement, selon à quoi on aboutit dans Brave New World, c'est-à-dire c'est un monde utopiste et dystopiste en même temps, c'est une dystopie en même temps, puisque un monde utopique et dystopique, puisque en fait tout passe par le plaisir. C'est-à-dire qu'on dit aux gens qu'ils sont heureux parce ils peuvent assouvir tous leurs désirs. C'est vraiment l'utopie hédoniste. Et les gens sont même programmés pour les fonctions qu'ils vont assumer. C'est dès leur naissance. Ils n'ont pas à réfléchir, à se dire, voilà, je vais faire boulanger plutôt que, je ne sais pas moi, informaticien, ou je vais faire... En fait, ils sont prédestinés. Et ils n'ont pas de raison de se plaindre de leur destin, puisqu'ils sont complètement adaptés à leur fonction. Eh bien, pourquoi c'est une dystopie? C'est parce que, premièrement, vous sentez le danger, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez? Parce que c'est figé, hein, première chose. Et deuxièmement, parce que l'humain, et c'est ce qui un peu est raconté dans Brave New World, mais c'est aussi ce qui est raconté dans son pendant. Vous savez que, ou peut-être vous ne savez pas, que George Orwell, celui qui a écrit 1984, était un élève de Aldous Huxley à Eton pendant un très court temps, puisqu'Aldous Huxley est resté 2 ans à Eton, ça ne lui plaisait pas d'enseigner la littérature. Mais pendant cette brève période de temps où Aldous Huxley a enseigné à Eton, il a eu comme élève George Orwell. Et George Orwell, qui était beaucoup plus marxiste, justement, avait une vision, lui, plus noire de la réalité. Et donc, il en a fait la dystopie qu'on connaît, 1984, c'est-à-dire, en fait, un monde avec une espèce de contrôle total, de surveillance généralisée, qui devient donc une tyrannie, puisque réservée à l'élite qui concentre les informations. Or, c'est exactement ce que sont en train de faire ces dirigeants des GAFAM. Dans leur objectif à eux, le contrôle, le pouvoir, c'est aussi donc le moyen de se maintenir à une forme de suprématie. Mais, bien entendu, dans leur modèle hiérarchique, pyramidal, bien effectivement, il y a un nombre considérable de personnes qui vont se retrouver au bas de l'échelle. Or, comme le dicton le prédit déjà, le prophétise depuis très longtemps, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est extrêmement, certainement jouissif de se sentir aussi puissant, d'avoir des centaines de milliers d'employés qui sont à votre main, comme M. Jeff Bezos, qui s'est considérablement enrichi d'ailleurs pendant la crise du Covid et qui est maintenant certainement l'homme le plus riche du monde. Eh bien, vous comprenez que cette jouissance est complètement emplie d'hybris, c'est-à-dire votre orgueil devient tellement fort, tellement puissant,
que, en fait, vous êtes très assujetti au danger de, de devenir un véritable sociopathe. Et on connaît donc, par exemple, les intentions de certaines personnes. Je pense qu'il y a une association maintenant entre ces geeks, donc c'est Bernard Marx, si vous voulez, qui préconisait une forme d'hédonisme, si vous voulez, une soft dictature. Ils se sont associés à des pouvoirs plus sombres qui, eux, peut-être, pour des raisons, par exemple, de ressources énergétiques, mais aussi pour des raisons de contrôle des populations, eh bien, en fait, c'est en train de se tourner, cette utopie, de se tourner en dystopie. C'est-à-dire que là où il y avait de la soft dictature, on voit maintenant qu'apparaît de plus en plus de hard dictature, puisque, en fait, les peuples se rebellent. Les avertisseurs dans beaucoup de pays se sont récemment fait de plus en plus entendre, avec par exemple les Gilets jaunes en France, des mouvements à Hong Kong, les mouvements un peu partout dans le monde, en Chili, en Amérique du Sud, au Maghreb, au Proche-Orient, au Liban, etc. Eh bien, en fait, vous avez une espèce de mouvance mondiale, des gens qui sont de quelque part, qui ne supportent plus les entraves qui leur sont posées par les gens qui sont de nulle part, des nowhere. Alors, je pourrais approfondir cette question, mais la globalisation ne profite pas à tout le monde, en fait, et c'est ce que ressentent beaucoup de gens qui se retrouvent donc mis sur le fossé. Si vous avez des phénomènes politiques comme un Jair Bolsonaro au Brésil et un Donald Trump aux États-Unis, je pense, moi, que ce ne sont pas des événements, des phénomènes politiques de passage, des effets de mode. Je pense qu'il y a un véritable ressenti profond de la part de certaines populations, comme l'ont dit les dirigeants à l'égard des Gilets jaunes, des fumeurs de gitane, des rouleurs de diesel, d'une façon très condescendante et très hautaine, méprisante, mais qui reflète une réalité, c'est-à-dire que ce sont des tas de gens qui font partie du maillage de la base de la société, sans qui, en fait, ces sociétés tomberaient. La meilleure des leçons sur cette histoire, c'est que pendant le lockdown, pendant le confinement en France, eh bien, c'est ces gens-là, les gilets jaunes, ou ceux qui ont constitué ces mouvances de gilets jaunes, qui sont les caissières des supermarchés, les petites infirmières, les livreurs à domicile, etc. Ce sont ces gens-là qui ont en fait assuré, et les aides-soignants, etc. Ce sont ces gens-là qui ont assuré la survie de l'intégralité de la population, de la société. Ils assurent la cohésion sociale. Alors que, en fait, en temps normal, en temps de paix, puisque M. Macron a dit nous sommes en guerre, eh bien, en temps de paix, eh bien, ce sont ces gens-là qui sont réprimés le plus fortement. Et on voit maintenant que tout l'appareil d'État se dirige vers un renforcement des lois. Donc le visage haineux, le visage de hard dictature des dirigeants à l'égard de ceux qui luttent pour leur existence se montre de plus en plus telle qu'elle est, c'est-à-dire que en fait on se retourne, on avait l'intention de se diriger vers une société Brave New World, et finalement on se retrouve vers une société 1984, 1984 de plus en plus, avec une dystopie totale. Voilà, c'était une analyse qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne dis pas que là, ce que je suis en train de dire, c'est dur comme du béton, mais c'est en tout cas ce à quoi me faisait penser la lecture ou la relecture de cette œuvre magnifique que je conseille à beaucoup de gens, lisez-le en français ou en anglais comme vous voulez. Et puis bien sûr 1984 de George Orwell. Et vous savez, donc 1932,
Le meilleur des mondes, 1946. Brave New World, 1984. Donc, la dystopie. 1966, le prisonnier. Bonjour chez vous.